Tula, une pluie d'été. 4 quadrupèdes disparurent sans laisser de traces. Personne ne fut arrêté. Personne ne put fournir de réponse. 29 ans plus tard, lors d'une fête d'anniversaire ordinaire, une femme reconnut la robe que portait sa fille, désormais sur une fille inconnue. Elle ne cria pas, ne posa plus de questions, elle rentra chez elle en silence et commença à déterrer un cauchemar enfoui au plus profond d'elle-même. Ces filles n'ont jamais disparu, leurs noms ont simplement été changés, et la personne qui les a emmenées l'a appelée à mort. Un dimanche après-midi de 2021, Dolores Cardenas était assise dans un coin du jardin de ses voisins, à San Jacinto. C'était le 8e anniversaire d'Anna Sofia. Dolores n'était pas très proche de la jeune fille, mais elle fut invitée car elle habitait juste à côté. Elle portait une boîte de biscuits fait maison et s'assit tranquillement près du bougainvillier, observant tout le monde. L'ambiance était festive, les enfants couraient et se poursuivaient, les adultes riaient et discutaient, la musique de l'enceinte portable emplissait le jardin. Dolores garda une expression pensive, le regard fatigué, jusqu'à ce qu'une petite fille surgisse de l'intérieur de la maison, une coupe de glace à la vanille à la main. La fillette avait les cheveux mi-longs, une frange légèrement coiffée sur le côté et, surtout, elle portait une robe à fleurs couleur crème à motif violet clair. À cet instant précis, Dolores se tendit de tout son corps. Elle agrippa la poignée de la chaise sans quitter la robe des yeux. Cette robe était identique à l'une des 4 qu'elle avait cousues pour ses arrière-petites-filles. Même couleur, même style, même poignée légèrement froncée, même la couture diagonale du col était identique. Dolores se leva lentement mais résolument et s'avança vers la jeune fille. « Mon enfant, dit-il d'une voix rauque mais douce, puis-je te demander qui a fait cette robe pour toi ?» La fille la regarda avec confusion, et avant qu'elle ne puisse répondre, un homme apparut derrière la grille, s'approcha rapidement et se plaça entre Dolores et la fille. « Excusez-moi, madame, dit l'homme d'une voix ferme. Il y a un problème ? » Dolores sursauta un peu, mais ne recula pas. La robe de la fille. Je la cousais comme ça. Elle est très similaire, trop similaire. L'homme serra doucement l'épaule de sa fille et dit clairement. Cette robe a été achetée par sa mère au marché de Guadalajara. Ce n'est pas un vêtement d'occasion. Reculez, ma fille a peur. La jeune fille se cacha complètement derrière son père. Dolores respirait bruyamment, les lèvres pincées. Elle voulait dire quelque chose, mais secoua la tête. Elle se retourna et s'éloigna rapidement de la fête. Quelques personnes la suivirent du regard, personne ne comprit ce qui se passait. Dolores rentra chez elle, le visage pâle. Héctor, son mari, débarrassait la table dans la cour. Voyant sa femme rentrer plus tôt que prévu, il se leva et s'approcha. « Que s'est-il passé, mon amour ?» Dolores ne répondit pas immédiatement. Elle se rassit dans son fauteuil et se frotta le visage avec les mains. « Tu te souviens des robes des demoiselles d'honneur ?» demanda-t-elle, la voix encore tremblante. « Cet après-midi, j'ai vu une petite fille en porter une exactement pareille, comme si elle avait été découpée dans celle que j'avais cousue. » Héctor fronça légèrement les sourcils et s'assit à côté de sa femme. Il ne répondit pas immédiatement, mais la regarda dans les yeux. Dolores le regarda à son tour, le regard empli d'inquiétude. « Tellement semblable ?» a-t-il demandé. Dolores hocha la tête. Chaque couture, y compris la zone du cou, exactement la même, jusqu'au moindre détail. Héctor n'affichait plus son calme habituel. Il se leva, alla au salon, ouvrit un vieux tiroir en bois et en sortit une boîte en fer blanc rouillé. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, des certificats scolaires, des diplômes ou tout ce qui restait de l'époque où les filles vivaient avec eux. Dolores le suivit et s'assit par terre. Héctor sortit une vieille photo des 4 filles Marila, Renata, Lucia et cela lors de leur dernier repas avec leur mère. La photo avait été prise devant le restaurant de poulet frit Polo Dorado à Tula. Les 4 filles étaient assises autour de la table, souriant joyeusement. Dolores caressa doucement la photo. Soudain, elle s'arrêta net. Son regard se posa sur le coin arrière gauche de la photo, où un pick-up brun rougeâtre était garé sur le bord de la rue.
On aurait dit que le camion était apparu par hasard, mais Dolores sentit que quelque chose clochait. Elle mit ses lunettes de lecture, approcha la photo de la lumière et passa son doigt sur le contour du camion. Puis elle tapota doucement la photo, où un logo flou apparut sur la portière du véhicule. « Regarde ça, dit-il à Hector. Ce logo flou ressemble à un H, puis à un U. Je crois qu'il y a aussi un EA. » Hector prit ses lunettes et les mit pour voir. Il fronça les sourcils, puis hocha la tête. Quelque chose me dit quelque chose. On dirait le logo des vieux pick-up des années 1980. Dolores continua à regarder et murmura. Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Quand les filles étaient en CP, elles restèrent assises en silence quelques minutes. Dolores remit la photo dans la boîte, mais avant de la refermer, elle en sortit une autre, également prise le même jour, mais sous un angle différent. Sur cette seconde image, le camion était un peu plus lumineux, et à la vitre du véhicule, on pouvait apercevoir la silhouette floue d'une personne portant un chapeau à large bord. Dolores ne dit rien d'autre. Elle rangea la photo et referma la boîte. Dolores se leva et regarda par la fenêtre. Elle ne pleura pas, mais ses mains étaient crispées. Pour la première fois depuis près de 30 ans, elle avait l'impression que quelque chose de cette époque avait été oublié. Le lendemain matin, Dolores se leva tôt. Il s'assit à la table de la cuisine, déplia la vieille photo et posa un carnet, un stylo et une paire de grands verres à côté. Hector versa du café et le posa devant sa femme. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je vais à l'école Santa Esperanza » répondit Dolores avec concision. Jetez un œil au dossier des anciens professeurs. S'il y a un professeur Huerta, nous saurons jusqu'à quelle année il a enseigné. Hector hocha la tête. Il ne dit rien d'autre, mais ses yeux ne quittèrent pas la photo du camion. L'école Santa Esperanza se trouvait à plus de 3 kilomètres de chez elle. Dolores prit le bus jusqu'au portail de l'école. Le panneau était neuf, mais la clôture en fer, la cour en briques et la rangée de salles de classe de plain-pied étaient restées identiques. Elle s'est présentée comme une ancienne mère de famille et a déclaré qu'elle organisait une réunion d'anciens élèves du début des années 1990. Elle a été servie par mademoiselle Myriam, la secrétaire, qui travaillait à l'école depuis plus de 30 ans. « Tu te souviens de maître Huerta » demanda Dolores. Myriam pencha la tête, réfléchissant. « Ah, monsieur Thomas Huerta. Oui, il enseignait en CP. Il était gentil et parlait peu, mais je me souviens qu'il est parti subitement. Il a déménagé, a insisté Dolores. On disait qu'il était parti vivre aux États-Unis chez des proches, mais il y avait aussi des rumeurs. » Myriam regarda autour d'elle et baissa la voix. « Il y a quelques années, j'ai entendu la dame de la papeterie dire que quelqu'un l'avait vu dans le Nord. Il y a une ferme ou quelque chose comme ça pour les enfants là-bas. Certains ont appelé ça un camp de charité. » Le domaine des enfants, répéta Dolores. Myriam hocha lentement la tête. Oui, ce nom. Cet après-midi-là, de retour à la maison, Dolores a appelé un vieil ami, Guillermo, ancien ingénieur logiciel aujourd'hui à la retraite. Elle lui a raconté l'histoire en quelques mots et lui a envoyé une photo du camion par courriel. Aidez-moi à mieux voir la plaque d'immatriculation du camion sur cette photo, aussi clairement que possible, a-t-il demandé. Un jour plus tard, William a rappelé. Ce n'est pas tout à fait clair, mais le numéro correspond à un véhicule immatriculé en 1992, un Ford Ranger rouge brique. Propriétaire, Thomas Ismael Huerta Martinez. Dolores resta immobile. Tu es sûr? J'ai utilisé un logiciel uniquement pour améliorer la clarté et comparer la plaque. Bien que la photo soit floue, les caractères correspondent presque parfaitement. C'est un résultat fiable. En entendant cette réponse, Dolores agrippa doucement le bord de la table. Ses paumes étaient moites et son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'espoir, une émotion qu'elle avait tenté de refouler pendant près de 30 ans, et qui remontait maintenant comme une eau qui déborde. Elle hocha légèrement la tête, les lèvres tremblantes, sans rien dire. Ses yeux ne quittaient pas l'écran. Les chiffres sur la vieille photo, bien que flous,
semblait un fil rouge reliant directement le passé. Si c'est son camion, pensa-t-il doucement, ce n'est pas forcément la fin, mais ça pourrait être le début. Ce soir-là, Dolores sortit le vieux carnet de sa fille. Elle l'ouvrit à la page du milieu, où Marilla avait dessiné un pick-up avec une fenêtre et un homme portant un chapeau à large bord. Dolores ne se souvenait pas de ce dessin, mais maintenant tous les détails commençaient à s'assembler comme des pièces de puzzle. « Il n'est pas parti, » dit Hector, debout derrière lui avec une tasse de thé chaud. « Huerta. »« Oui, il est toujours au Mexique, et c'est peut-être lui qui a enlevé les filles. » Dolores suivait les lignes griffonnées dans le cahier avec son doigt. « Mais pourquoi ?» demanda Hector. Dolores ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre, où l'ombre de l'après-midi tombait sur le vieux mur et où le vent agitait doucement le rideau, comme un rappel. Finalement, il dit fermement et à voix basse. « Je ne sais pas, mais s'il suivait les filles, s'il était à quelques pas d'elles sans que personne ne le sache, alors il doit expliquer la raison, quelle qu'elle soit. » Hector la regarda. Ils comprirent tous deux qu'après presque 30 ans, il ne supportait plus le vide. « Nous devons le trouver, » dit doucement Hector. « Quoi qu'il en coûte, » répondit Dolores. Une semaine après avoir identifié la plaque d'immatriculation du camion comme celle de Thomas Huerta, Dolores a enquêté sur le ranch des enfants, dont Myriam avait parlé. Elle a cherché l'adresse en ligne et lu de vieux articles dans les journaux locaux. Le ranch se trouvait dans les Hautes-Terres du Nord, à près de 4 heures de route de San Jacinto. Le nom officiel était Centre de soutien aux enfants migrants non accompagnés. Il n'y avait ni site web ni numéro de téléphone direct, seulement une adresse postale et quelques photos de journaux flous. Dolores imprima une carte et marqua l'itinéraire. Elle dit à Hector. « Allons-y. » Il hocha la tête sans rien ajouter d'autre. Sur le chemin du retour, la voiture traversa une forêt de pins. Dolores ne regardait pas le paysage, elle pensait à ses 4 jeunes filles et aux yeux de la première. Ce soir-là, en rentrant, elle ne se rendit pas dans sa chambre. Elle s'assit dans le salon, alluma une petite lampe et étala la vieille photo sur la table. Elle utilisa une loupe pour examiner chaque détail du visage de Marilla, sa fille aînée. Puis elle ouvrit son téléphone et cliqua sur le dossier de photos qu'elle venait de prendre à l'orphelinat. Il y avait une photo de Fernanda accroupie, triant les papiers des enfants. Lorsqu'elle eut un sourire en coin, Dolores s'arrêta et plaça la photo de Marilla à côté de celle de Fernanda, un nez légèrement arrondi, un menton, des yeux marron foncé qui pétillaient lorsqu'elle souriait. Elles étaient exactement pareilles, indéniablement. Il serra les poings, la voix étouffée. « Marilla, c'est toi, mon amour ?» 3 jours après la première visite, Dolores a rappelé Fernanda. « Oncle Hector et moi avons bien réfléchi. Nous voulons soutenir l'orphelinat sur le long terme, pas avec beaucoup d'argent, mais régulièrement. On peut revenir ce week-end ?» Fernanda a répondu immédiatement. « Bien sûr. Mon père aime les gens comme toi. » Le samedi matin, Dolores revêtit une robe gris clair et, avec Hector, retourna au ranch des enfants. Ils reprirent le chemin de terre rouge, traversèrent la vieille pinède et, arrivés, aperçurent le panneau en bois aux lettres floues. Fernanda les attendait déjà dans la cour. « Mon père n'a pas pu venir aujourd'hui, » dit-elle en les guidant à l'intérieur. « Je peux m'occuper de vous à votre place. » Dolores hocha la tête sans poser d'autres questions. Ils s'assirent à la table de réception et Hector commença à parler du projet de parrainage. « Nous souhaitons contribuer à l'amélioration des repas et des fournitures scolaires des enfants. Nous pouvons le faire tous les trimestres. » Fernanda a pris note et les a invités à visiter le dortoir. « Pourriez-vous m'emmener voir le quartier où vivent les filles ?» demanda Dolores. « Je n'ai pas eu le temps de le voir la dernière fois. » Le dortoir des filles était une rangée de maisons en bois séparées derrière la cour de récréation. Le couloir était long, le sol était vieux mais propre. Les chambres étaient simples, avec des lits superposés bien rangés. Alors que Fernanda se penchait pour ramasser le trousseau de clés qu'elle avait laissé tomber près de la porte de la chambre numéro 3, Dolores se tenait à sa gauche et son regard se posa soudain sur sa nuque. Juste à la naissance de ses cheveux se trouvait une petite cicatrice blanche.
Elle n'était pas longue, mais elle était visible. Dolores se figea. Elle se souvenait bien de cette cicatrice. Marilla était tombée dans l'escalier de la maison de sa grand-mère alors qu'elle n'avait que 5 ans. Son genou saignait et sa nuque était enflée, elle avait besoin de 2 points de suture. Cette cicatrice ne s'est jamais estompée. Dolores tourna son visage pour cacher son regard. « Excusez-moi, je vais aux toilettes un instant, dit-il. Fernanda lui montra le chemin. Dolores entra dans la petite pièce au fond du couloir, verrouilla la porte et se dirigea rapidement vers la pièce de l'autre côté du couloir, où était accrochée une pancarte en bois au nom de « Fernanda ». La pièce était bien rangée, le placard était légèrement ouvert. À l'intérieur, il y avait une petite étagère avec un peigne, des élastiques à cheveux et une boîte en plastique contenant des effets personnels. Dolores sortit le peigne et l'examina rapidement. Quelques cheveux étaient coincés, avec précaution, elle en retira 3, les enveloppa dans un mouchoir propre et les glissa dans la poche intérieure de sa veste. Moins de 2 minutes plus tard, elle quitta la pièce, retourna à la salle de bain, ouvrit légèrement le robinet pour éviter tout soupçon et retourna dans le couloir. Fernanda ne remarqua rien d'inhabituel. Le même après-midi, en rentrant chez lui, Hector appela une clinique privée de Guadalajara, où il connaissait un vieux médecin qui les avait aidés pour la vaccination des années auparavant. La clinique accepta l'échantillon et leur fixa un rendez-vous pour les résultats 10 jours plus tard. Dolores tendit le sac en papier à son mari sans rien dire. Hector acquiesça, plaça l'échantillon dans une boîte en plastique et la ferma soigneusement. Le lendemain, Dolores se rendit à l'ancien atelier de mécanique près de l'école Santa Esperanza et demanda Monsieur Alfonso, qui était chargé de s'occuper des voitures de l'école primaire depuis plus de 20 ans. « Bonjour, Monsieur Alfonso. Je suis la mère des 4 filles quadrilatères qui fréquentaient votre école il y a des années. » Le vieil homme maigre, portant un vieux chapeau en tissu, la regarda en plissant les yeux. « Oh, je m'en souviens. Ils ont disparu dans le restaurant de poulet frit, n'est-ce pas? » « Oui, » confirma Dolores. « Je suis venu aujourd'hui pour te poser une question sur Maestro Huerta. » Alfonso hésita. « Professeur Huerta, il y a longtemps, » commença Dolores en retenant sa voix. « L'avez-vous déjà vu près de l'école après les cours, à l'époque? » Le vieil homme baissa la tête pour réfléchir un instant, puis dit lentement. « Je ne veux pas d'ennui. Mais un jour, je l'ai vu assis dans un pick-up rouge garé devant le portail de l'école. Plusieurs jours de suite, je lui ai demandé, et il a juste souri, disant qu'il attendait quelqu'un qu'il connaissait. » Dolores serra les mains. « Alors, insista-t-il à voix basse. Un jour, je l'ai vu fixer l'air de jeu, où ta fille aînée, Marilla, jouait sur le toboggan. Il l'a observé un moment, puis est parti. Il n'a rien dit. » Dolores le remercia et partit la tête baissée. Ce soir-là, elle était assise dans la cuisine. Hector lui versa son thé chaud et le posa devant elle. Dolores ne le but pas. Elle ouvrit silencieusement le tiroir et en sortit un vieux calendrier de 1992. Elle l'ouvrit jusqu'au mois de mai, elle encercla le 23 d'un cercle rouge, le jour où Marilla lui avait dit « Maman, aujourd'hui, un inconnu m'a donné une sucette, mais je l'ai laissé tomber. » Ce jour-là, elle s'était contentée d'acquiescer, sans rien demander d'autre, elle pensait que c'était un truc d'enfant. Maintenant, elle se souvenait, le bonbon avait un emballage rouge, et Marilla répétait sans cesse que l'homme portait un gilet, mais elle ne disait rien. Dolores serra les mains. « Il nous suit depuis longtemps et attend le bon moment, » a-t-elle déclaré. Hector s'assit en face d'elle en silence, la cuisine devint silencieuse, et dehors, il commença à pleuvoir. Une semaine après avoir envoyé l'échantillon de cheveux à la clinique, Dolores a reçu un appel vers midi. Elle coupait des légumes dans la cuisine lorsque le téléphone a sonné. Elle s'est séché les mains et a décroché. « Bonjour. Laboratoire Santa Maria. Je vous appelle pour vous informer des résultats de l'analyse ADN que Madame Dolores Cardenas vous a envoyé. »« Bonjour, » répondit Dolores en retenant son souffle. Nous avons comparé l'échantillon de cheveux avec un échantillon de sang conservé à l'hôpital pédiatrique de Guadalajara en 1991. Résultat, une correspondance à 99,9%.
Le rapport vous sera envoyé par courriel. Si vous avez besoin d'une copie papier dûment tamponnée, veuillez vous présenter à la clinique dans les 3 jours. Dolores raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. Elle sortit et appela à voix basse. Hector? Dolores resta immobile quelques secondes après avoir raccroché. Un clic sec mit fin à l'appel, mais un autre son résonna dans son cœur, l'écho d'une porte qui venait de s'ouvrir après 29 ans de fermeture. Ses mains tremblaient encore, non pas de peur, mais d'un sentiment qu'elle n'avait jamais osé nommer, la confirmation. Elle marcha lentement vers la porte, ses lèvres remuaient, mais elle n'avait toujours pas prononcé un mot. Lorsqu'elle aperçut la silhouette d'Hector dans le jardin, en train de tailler de vieux pots de fleurs, elle l'appela doucement. Hector. Il se retourna, voyant le regard de sa femme, il laissa tomber les ciseaux et s'approcha rapidement. Dolores ne pleura pas, mais sa voix brisa comme l'eau qui déborde d'un barrage. C'est notre fille, c'est Marilla. Les 2 époux étaient assis face à face dans le salon. Sur la table se trouvait le résultat imprimé de l'email, avec un tampon numérique. Hector regarda le texte de confirmation, puis leva les yeux. Alors c'est la fille Fernanda, ou c'est Marilla? C'est Marilla, acquiesça lentement Dolores. Allons immédiatement à la police, dit Hector d'une voix déterminée. Dolores posa sa main sur le papier, puis secoua la tête. Pas encore. Les 3 autres ont disparu. S'il se rend compte qu'on le suit, il emmènera les filles, et cette fois, il n'y aura ni photo, ni trace, ni rien à quoi s'accrocher. Le lendemain matin, Dolores appela à nouveau Fernanda. Mon oncle et moi avons conclu un accord. Si possible, nous souhaitons apporter un soutien à long terme aux 4 filles trouvées par Monsieur Huerta. On les appelle les filles miracles, non, s'étonna Fernanda. Oui, répondit Dolores, mais il compte toujours là-dessus. Je préviendrai mon père, même s'il suit encore un traitement pour des problèmes pulmonaires et ne reçoit pas beaucoup de visites. Peut-être que je leur écrirai simplement une lettre de réponse. 3 jours plus tard, une enveloppe arriva à la casa de Dolores, écrite à la main, en écriture claire et penchée, et signée par Huerta. Le contenu exprimait sa gratitude pour la bienveillance, mais refusait subtilement tout contact direct, sous prétexte de préserver la confidentialité du passé des jeunes filles. Dolores lut la lettre, la plia et ne dit rien. Elle posa l'enveloppe sur la table et lissa doucement le bord du papier, comme si elle touchait quelque chose de vivant, ou plutôt, comme si elle essayait de deviner le mensonge caché derrière chaque ligne, la raison de l'intimité, le passé, des mots soigneusement choisis. Mais elle le savait bien, lorsqu'un homme construit un monde fictif, il ne laisse entrer personne à moins d'être forcé d'ouvrir la porte. Elle se leva, alla discrètement vers le vieux meuble en bois et en sortit le dossier qu'elle avait conservé depuis le premier voyage. Elle remit tout en place, la vieille photo, le plan de la ferme, la déclaration du directeur de l'école primaire, la copie de la lettre de Huerta et le test ADN. Hector est entré de l'extérieur et a vu sa femme mettre des choses dans un sac en tissu. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux, la voix ferme. J'en ai trouvé un, mais les 3 autres sont toujours là, quelque part, vivant sous d'autres noms, d'autres souvenirs. Si j'arrête maintenant, ils resteront prisonniers du rêve de quelqu'un qui n'est pas leur père pendant encore 29 ans. Hector prit la poignée du sac et hocha la tête. Il n'avait plus besoin de poser de questions. De retour au ranch, elle demanda à consulter les dossiers de chaque fille parrainée. Elle expliqua qu'elle devait évaluer les dossiers afin de prioriser les aides. Fernanda la conduisit à l'accueil. En sortant préparer le thé, Dolores en a profité pour photographier une partie de la liste d'échanges internes affichée sur le tableau d'affichage. 3 noms étaient clairement visibles, Jimena, Abril et Noah. De retour chez elle, Dolores a appelé Laetitia, une vieille amie qui avait travaillé à l'état civil de la ville. Elle lui a envoyé les 3 noms, en lui demandant de consulter leurs actes de naissance. 2 jours plus tard, Laetitia a appelé. Il n'existe aucun acte de naissance officiel correspondant à ces noms. Cependant, il existe des dossiers d'adoption interne fournis par une organisation privée appelée Centro Esperanza, et signés par le député Thomas Huerta.
Avez-vous des certificats de naissance? Demanda Dolores. Oui, mais ce sont toutes des copies d'un système privé. Elles ne sont pas passées par l'état civil de la ville, ce sont donc des documents autogénérés, non certifiés par les autorités publiques. Dolores le remercia et nota chaque numéro de dossier. Ce soir-là, Hector suggéra à nouveau d'appeler la police. Vous avez de l'ADN, de faux documents, des preuves d'adoption illégale, de quoi ouvrir une enquête. Mais Dolores secoua la tête. On n'en a trouvé qu'un. Si Huerta l'apprend, les 3 autres disparaîtront. Il l'a fait une fois, il le refera. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Hector. Dolores regarda la carte du camp en tapotant du doigt sur la table. Je dois entrer dans la zone des archives sans que Fernanda le sache, sans que personne ne me voie. Tu comptes y aller seul? Il n'y a pas d'autre moyen. La veille de son départ, Dolores était assise seule sous la lampe de table. Elle plaça une photo de Fernanda, prise lors de sa dernière visite, à côté d'une photo de Marilla enfant. Elle les fixa longuement. Ses yeux n'étaient ni humides ni tremblants, elle était simplement une mère qui avait découvert la vérité, mais dont la fille ignorait encore qui elle était. Elle murmura en se parlant à elle-même. Tu ne sais pas qui je suis, mais je sais déjà qui tu es. Dolores a rappelé Fernanda, cette fois avec une nouvelle raison. Je connais un groupe qui écrit pour la rubrique sociale d'un journal local. Ils disent que si je pouvais filmer et prendre quelques photos du centre, cela pourrait aider à collecter plus de fonds. Fernanda n'a pas hésité. Alors tu peux rester une nuit. Je te préparerai une chambre pour les bénévoles. Je veux rester moi-même pour mieux comprendre à quoi ressemble la vie ici, a déclaré Dolores. Cet après-midi-là, Hector conduisit Dolores sur place, puis revint. Elle portait un petit sac, quelques effets personnels, un appareil photo, un carnet et un autre objet, un double de ses clés. Lors de sa dernière visite, Dolores avait soigneusement échangé un trousseau de clés lorsque Fernanda avait laissé son sac à main déverrouillé dans le salon. Elle ne savait pas ce qu'ils ouvriraient, mais maintenant, elle allait essayer. La nuit tomba. Toutes les chambres éteignirent leur lumière à 9 heures. Les enfants dormaient déjà. Le bâtiment principal était silencieux. Dolores attendit jusqu'à 10 heures, enfila sa veste, ouvrit la porte de la chambre des bénévoles et s'avança doucement dans le couloir. Elle n'utilisa pas de lampe de poche, se contentant de suivre la faible lumière d'une ampoule au loin. L'espace de stockage se trouvait derrière le bureau de Huerta, une épaisse porte en bois avec sa propre serrure. Elle essaya une des clés qu'elle venait de prendre. Elle convenait. La porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pièce d'environ 12 mètres carrés, remplie de dossiers et de documents soigneusement rangés. Dolores suivit les étiquettes. Dans un coin se trouvait un symbole rouge, NM, qui pourrait être l'abréviation de « Fille miracle ». Elle sortit chaque dossier pour l'examiner, Jimena, Abril, Noah, Fernanda. Chaque dossier indiquait, trouvé à la porte du centre, sans parenté connue, placé sous soins spéciaux. Pas une seule ligne de description détaillée, pas de date, pas de témoin. Dolores s'arrêta en voyant un vieux carnet relié en cuir parmi les dossiers. Elle l'ouvrit. Sur la première page, une écriture penchée. Ils sont un cadeau de remplacement. Chacun représente une partie de ce que j'ai perdu. Chaque fois qu'il rit, c'est comme entendre mon ancienne voix. Il tourna la page jusqu'à la dernière page. Ils ne s'en souviennent pas, mais moi, oui. Et ça suffit. Juste en dessous se trouvait une feuille volante, un croquis de l'aménagement intérieur de l'hacienda. Au bas du plan, une pièce numérotée à l'encre rouge, pièce 7, qui n'apparaissait pas sur le plan officiel. Une note à côté. Réorganiser l'entrée. Réparer les étagères, personne ne sait. Dolores glissa la carte dans la poche de sa veste et quitta la salle des archives pour retourner dans le couloir central. Elle compta les portes, 1, 2, 3, jusqu'à 6. Il n'y avait pas de numéro 7, mais entre la salle 6 et la remise à outils, il y avait un PAN de mur avec une grande bibliothèque. Dolores s'approcha. Ses mains parcoururent le bord du bois.
La bibliothèque était solidement fixée, mais le côté droit était légèrement décalé. Elle posa les deux mains sur le bord et poussa doucement. La bibliothèque bougea. Derrière elle se trouvait une petite porte en bois, sans inscription. Elle tourna la poignée, et la porte s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, une pièce régnait un silence absolu. Il n'y avait ni lit ni placard. Sur 3 murs, des dessins à la main représentaient chacun une jeune fille vêtue d'une robe à fleurs. Certaines souriaient, d'autres étaient sérieuses, d'autres encore avaient les yeux brillants, comme au bord des larmes. Au centre de la pièce se dressait une table en bois. Dessus se trouvait une petite lampe à huile, de vieilles poupées et une pile de papier. Dolores s'approcha. Le premier morceau de papier était une lettre non envoyée, rédigée à la hâte au stylo à billes noires. Je ne sais pas quand ils s'en souviendront, peut-être jamais. Mais ce soir-là, quand la pluie est tombée et que je les ai vus frissonner devant l'entrée du restaurant, j'ai su qu'ils avaient revécu. Marilla ne se souvient pas de moi, mais elle me sourit. Le même sourire que ma fille avait avant. Dolores prit une profonde inspiration. Sa main reposait sur la table. La pièce était trop silencieuse, on entendait clairement les battements de son cœur. Elle se retourna, sortit et referma doucement la porte. Lorsqu'elle retira sa main de la poignée, une voix d'homme résonna derrière elle. « Je savais que tu reviendrais. » Dolores se figea, la gorge sèche. Dans l'obscurité, au bout du couloir, un homme grand et mince était adossé au mur. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage décharné. Il tenait à la main une petite lampe à huile. C'était Thomas Huerta. Dolores ne bougea pas. Le long couloir était sombre, les lumières éteintes. Seule la faible lumière de la lampe éclairait son visage, qui paraissait plus âgé et plus pâle, mais son regard restait le même, profond et inexpressif. Huerta s'approcha lentement, ses chaussures effleurèrent doucement le parquet, qui craqua sous ses pas. La porte de la chambre numéro 7 s'était refermée sur Dolores. Sa voix était rauque. Cette pièce est le seul endroit où nous vivons vraiment. Tu n'aurais pas dû y entrer. Dolores serra les poings, mais ne recula pas. J'ai tout vu, les dessins, les poupées et tes lettres. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi 4 petites filles innocentes ont-elles dû remplacer ta perte? Huerta inclina légèrement la tête, sans détourner le regard. Sa main tremblait légèrement, son pouce tapotait le manche de la lampe à huile. Le monde m'avait enlevé ma famille. Le camion s'est renversé au milieu de la pluie nocturne. Personne n'est venu à l'aide, personne ne s'est arrêté. La police est arrivée trop tard. Ma femme et mes 4 petites filles, comme la vôtre. Dolores soupira, mais sa voix ne s'adoucit pas, et parce que tu as souffert, tu as transformé cette douleur en prétexte pour les kidnapper, pour effacer leurs souvenirs, pour appeler ça une résurrection. Huerta ne répondit pas immédiatement. Son regard plongea dans l'obscurité derrière Dolores, comme si elle se souvenait de quelque chose de très lointain. Je n'ai pas effacé les souvenirs. Il les avait déjà oubliés. Ce sont des enfants. Quand personne ne leur rappelle, les souvenirs tombent comme les feuilles à la fin de la saison. Dolores lui serra fort les mains. Ce sont mes filles, Thomas. Elles ont une mère, elles ont un père, elles ne sont pas à toi. La voix de Huerta changea, grave et aiguë. Ils ne se souviennent plus de toi, mais ils m'appellent père. Ils ont grandi avec mes mains, avec mes berceuses. Dolores a rétorqué, tu crois que c'est de l'amour? Non, c'est de l'enfermement. C'est de la manipulation. C'est de la maltraitance. Pour la première fois de toute la conversation, le visage de Huerta changea sensiblement. Il baissa la lampe et prit une profonde inspiration, comme pour contenir sa colère. Je n'ai rien fait de mal, j'ai juste reconstruit ce que j'avais perdu. Chaque repas, chaque rire, chaque cicatrice. Je me souviens de chaque cicatrice, murmura Dolores en silence. Huerta continua, Marilla, ou Fernanda maintenant. Elle est tombée dans le jardin et s'est écorché le genou. Je l'ai bandée. Elle ne se souvient pas de toi, mais elle m'a tenu la main.
J'ai vu ses yeux comme ceux de ma femme avant, comme lorsque j'ai tenu ma fille endormie pour la dernière fois. Dolores ne répondit pas. Elle savait que discuter était inutile, mais alors qu'elle se retournait pour partir, des pas précipités résonnèrent au bout du couloir. 2 hommes en chemise grise apparurent, membres du personnel du centre. L'un d'eux dit brièvement, « Monsieur Huerta, avez-vous besoin que nous vous conduisions dans votre chambre ?» Huerta hocha la tête. « Ferme la porte. Ne lui fais pas de mal. » Dolores ne résista pas. Elle savait que toute résistance était vaine à cet instant. Les 2 hommes marchèrent de chaque côté, la ramenant à la chambre d'amis. L'un tenait la poignée de la porte, l'autre entra, vérifia brièvement et dit, « La camionnette vous ramènera demain matin. » Dolores se tourna vers Huerta. Il se tenait sur le seuil, la lumière de la lampe à huile éclairait son visage de profil. Il ne souriait pas, « Si tu veux garder ta fille, d'accord, mais si tu le fais, tu ne pourras jamais quitter cet endroit. » Elle ne répondit pas. La porte se referma avec un clic sec tandis que la serrure tournait. Dolores se retira dans un coin de la pièce. Elle avait toujours son téléphone dans sa veste, ainsi que la carte, les photos des archives et son carnet. Rien n'avait été perdu, mais il lui fallait maintenant attendre le matin. À 2h20 du matin, Dolores sortit du lit dans la chambre des bénévoles. Les lumières étaient toujours éteintes et le cadenas toujours fixé à l'extérieur, mais elle avait un plan. Le téléphone qu'il portait était un ancien modèle, sans Internet, mais suffisant pour envoyer un SMS au seul numéro qu'il avait enregistré, Leticia Vargas, une ancienne journaliste d'investigation qui avait écrit une série d'articles dénonçant des centres caritatifs secrets dans l'ouest du Mexique. Dolores lui a envoyé un message. « Je suis dans un établissement où il y a des indices de traite d'êtres humains. J'ai des preuves documentaires et des lettres du directeur. Il y a 4 filles dont l'identité a changé. Je vous envoie l'adresse et les preuves par un autre téléphone. Veuillez respecter la confidentialité. Urgent. » 5 minutes plus tard, Leticia a rappelé. « Dolores, où es-tu » Dolores parla brièvement. Leticia ne posa plus de questions. « Envoie-moi tout, photos, plans, lettres, tout ce que tu as. Je l'enverrai aux avocats des droits humains à Guadalajara, mais tu ne peux pas partir de là. La police a besoin de temps. » Dolores a pris des photos de toutes les lettres de Huerta, de la chambre numéro 7, des dossiers contenant les noms des 3 autres filles et du plan du système scolaire. Elle les a envoyés sur un deuxième téléphone, sans GPS, qu'elle avait préparé à l'avance. Tôt le lendemain matin, Leticia répondit. La police a accepté une enquête urgente. Il lui faut 24 heures pour obtenir des mandats de perquisition pour 3 lieux simultanément. Restez calme. Je continue la coordination. En attendant, Dolores feignit la normalité. Elle aida Fernanda à ranger les livres dans la salle de réception et discuta du projet de parrainage. Huerta ne se montra pas de la journée. La deuxième nuit, Dolores ne dormit pas. Elle était assise devant la petite fenêtre de sa chambre, regardant le jardin. Le ciel était sans lune, mais paisible. À 21h, Leticia a envoyé le dernier message. Les recherches commenceront demain à 17h. La police disposera de 3 équipes simultanément, le ranch principal, le camp satellite, le camp des Cèdres et le camp des Lauriers. Ils vous escorteront jusqu'à l'entrée secondaire. Dolores rangea son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Elle n'avait sur elle qu'une vieille serviette, le cadeau que Marilla lui avait offert en 1991. À 4h50, un employé inconnu a frappé à la porte de la chambre de Dolores. Il portait une veste noire et un brassard arborant le blason de la police de Guadalajara. « Êtes-vous Dolores Cardenas ?»« Ouais. Je suis ici sous protection de témoins. Veuillez me suivre. Nous partons immédiatement. » Dolores hocha la tête et le suivit par l'entrée de service de la cuisine, un couloir menant directement à la colline derrière le ranch. Un pick-up l'attendait déjà. Avant de monter dans la voiture, il jeta un dernier regard au bâtiment derrière lui. À cet instant précis, un cri retentit dans la cour.
Dame. Dolores se retourna. Dans la pénombre, Fernanda courait vers elle. Cheveux détachés, pieds nus et veste légère. Elle cria d'une voix rauque de froid et de panique. « Qui es-tu? Qui es-tu vraiment ?» Dolores se figea. Puis, lentement, elle fouilla dans la poche de sa veste, en sortit un peigne en plastique rose pâle et le plaça dans la paume de sa main. « Garde ce peigne. Ta mère te l'a acheté quand tu avais 6 ans. Si tu le tiens, tu te souviendras de tout. » Fernanda s'arrêta, les mains relâchées. Dolores ne dit rien de plus. Le policier ouvrit la portière. Elle monta. La portière se referma. La voiture commença à s'éloigner. Derrière elle, les sirènes de 3 convois spéciaux de la police retentirent de différentes directions. Le réseau de souvenirs que Thomas Huerta avait tissé allait être dévoilé. Dans la salle d'interrogatoire numéro 3 du commissariat de police de Guadalajara, les 4 filles étaient assises en rang, Fernanda, Jimena, Abril et Noah. Chacune avait reçu une bouteille d'eau, une fine couverture et des vêtements propres pour se changer après leur transfert d'orphelinat. Personne ne dit mot. Elles se regardèrent toutes, perplexes. Elles ne s'étaient jamais rencontrées en même temps, même si elles avaient toutes entendu Papa Huerta parler de ses sœurs nées la même nuit pluvieuse. Un chercheur est entré calmement. Avant de poursuivre l'enquête, nous prélèverons des échantillons d'ADN. C'est une procédure obligatoire. Jimena fronça légèrement les sourcils. Pourquoi un test? On n'a pas de parents. Personne ne nous cherche. Le chercheur n'a pas répondu, il a simplement fait signe à une infirmière d'entrer. Une femme s'est approchée de chacun d'eux, prélevant doucement des échantillons de muqueuse buccale. Dans la pièce voisine, Dolores et Hector étaient assis à la table, attendant les résultats. Elle tenait à la main un petit carnet, un carnet fin au dos usé, où elle avait noté chaque détail concernant ses filles au cours des 29 dernières années. La police l'a autorisée à entrer après le prélèvement des échantillons. Si tu veux essayer de parler aux filles, commence par ce dont tu te souviens le plus, lui ont-ils dit. Dolores entra. Le silence retomba dans la pièce. Les 4 filles levèrent les yeux. Dolores se plaça devant elles, les observant chacune, puis dit doucement, d'une voix claire et lente. Marilla, tu avais peur des souris. Tu me demandais toujours de vérifier sous ton oreiller avant de dormir. Tu cachais aussi des biscuits dans ta boîte à chaussures, pensant que personne ne les trouverait. Renata était allergique à l'ananas. Un jour, tes 2 mains ont été douloureuses après l'anniversaire d'une amie. Et Lucia, tu portais un fil rouge à la main gauche parce que tu disais, la main droite est pour écrire, la main gauche pour aimer. Personne ne dit mot, mais les yeux de Fernanda se mirent à trembler. Fernanda parla à voix basse. J'ai rêvé d'une femme au dos légèrement voûté, les cheveux tirés en arrière, et arborant un sourire doux. Elle tenait un mouchoir. Il sentait exactement comme le mouchoir dans le vieux placard que j'ai encore. Dolores hocha la tête, les yeux humides. Le mouchoir à bordure bleue, c'est ça? Je l'ai cousu quand j'avais 6 ans. Jimena plissa les yeux vers Abril. Abril dit à voix basse. Dans un vieux carnet. J'ai vu un jour le nom de Renata Cardenas. Quelqu'un l'avait barré à l'encre, mais j'ai pu en lire une partie. Personne ne dit plus rien. On n'entendait que le bruit des pages tournées et les coups de crayon du chercheur dans la pièce voisine. Une demi-heure plus tard, le chercheur revint, un dossier légalement tamponné à la main. Il les examina un par un, puis dit brièvement. Nous avons comparé les profils ADN des jeunes femmes avec des échantillons de sang de 1991 archivés à l'hôpital pédiatrique de Guadalajara. Résultat, toutes les 4 sont les filles biologiques de Madame Dolores Cardenas et de Monsieur Hector Cardenas. Fernanda porta la main à sa bouche. Noah se renversa dans son fauteuil. Abril baissa la tête. Jimena ne regarda personne, mais des larmes commencèrent à couler sur son visage. Dolores n'attendit pas plus longtemps. Elle s'avança, ouvrant les bras. Personne ne réagit immédiatement. Au moment où il allait reprendre la parole,
Fernanda se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. Je ne sais pas qui tu es, mais je connais cette odeur. Abril s'approcha, enlaçant le dos de sa mère. Jimena, toujours silencieuse, s'approcha d'Hector, il leva la main et la posa délicatement sur son épaule. Noa fut la dernière, elle s'approcha timidement et toucha doucement la main de Dolores. Je ne me souviens de rien, mais je me sens en paix, murmura-t-il. Dans la froide salle d'interrogatoire, la famille s'est enlacée pour la première fois depuis 29 ans. Dolores a dit, tremblante et le cœur plein d'espoir. J'ai promis que je n'arrêterai pas de les chercher. Le procès s'est déroulé à huis clos un lundi matin au tribunal de l'État de Jalisco. La police a escorté Thomas Huerta, vêtu d'une vieille chemise blanche, menotté, le regard fixé sur l'homme, sans se soustraire à la police. Le tribunal a lu les chefs d'accusation, enlèvement d'enfants en bande organisée, séquestration, falsification de documents d'identité et violence psychologique sur mineurs. Les 4 jeunes filles ont comparu à la barre, une par une, en tant que victimes et témoins oculaires. Fernanda a déclaré. Pendant 29 ans, j'ai oublié mon vrai nom. On m'a appris que le monde extérieur était un endroit sombre et qu'une seule personne m'aimait. Jimena a continué. Chaque fois que nous posions des questions, il lisait des passages bibliques déformés, disant que nous avions été choisis et que les souvenirs d'enfance n'étaient pas nécessaires. Bien qu'elles se soient rarement parlé, Abril et Noa ont également confirmé que leur nom avait été changé à 3 reprises lors de transferts internes entre établissements, chaque fois avec une nouvelle identité et une histoire différente concernant le lieu où elles avaient été retrouvées. Au cours de l'enquête, la police a saisi les carnets de Huerta, qui contenaient des journaux intimes, des notes, des projets et des descriptions détaillées de chaque jeune fille, ses goûts, ses habitudes, son langage corporel et ses réactions face aux mesures disciplinaires. Le psychologue a conclu. Il ne souffre ni de délire ni de troubles mentaux. Il maîtrise parfaitement ses émotions. Ce qu'il a fait n'était pas dû à la démence, mais plutôt à une croyance personnelle déformée et intentionnellement construite. Dans le dernier carnet, la dernière page contenait une phrase griffonnée. Je ne le regrette pas parce qu'au moins j'ai vécu 29 ans de plus avec les filles. Le tribunal a prononcé la sentence, Thomas Huerta, 48 ans de prison ferme. Tout le système des centres caritatifs a été démantelé. Toutes les personnes impliquées, des employés et directeurs des centres aux falsificateurs de documents, ont fait l'objet d'une enquête. Dolores et Hector n'ont pas assisté à l'audience finale, ils avaient déménagé dans une petite ville au bord du lac Chapala, où personne ne les connaissait. Ils n'avaient plus la force de vivre au milieu du bruit de la presse et de la pitié. Les 4 filles ont bénéficié d'un soutien psychologique. Elles n'ont pas immédiatement repris vie ensemble, mais se sont rendues visite fréquemment. Un samedi après-midi, par un temps frais, on a frappé à la porte de la petite maison en bois des Cardona. Dolores a ouvert et c'étaient les 4 filles avec des paniers en osier remplis de pain sucré, de tamales et de 2 pots de confiture d'ananas. Fernanda fit un pas en avant. « Maman, as-tu des morceaux de la robe à fleurs ? Celle que tu as cousue pour nous. » Dolores les regarda, puis se retourna et ouvrit le tiroir du bas de l'armoire. À l'intérieur, dans un sac en tissu, se trouvait un petit morceau de tissu fleuri, un simple coin carré, le bord effiloché et la couleur passée. Elle le sortit, le serra contre sa poitrine et dit doucement. « Je l'ai gardé pendant 29 ans, attendant simplement le jour où tu me le demanderais. » Ce soir-là, ils étaient tous les 5 assis autour du poêle à bois. Personne ne parlait beaucoup. On n'entendait que le crépitement du bois et l'odeur du maïs grillé qui emplissait la maison. Dolores ferma les yeux et respira doucement. Plus personne ne manque. Plus personne n'a de nom manquant. Il ne reste qu'une seule famille. Recommençant à zéro, 1 an après les retrouvailles, la ville sur les rives du lac Chapala est entrée dans le printemps avec des bandes de fleurs blanches poussant le long des clôtures en bois et des après-midi calmes et sans vent. Dans la petite maison des Cardona, rien n'avait beaucoup changé, la même longue table à manger en bois, avec une vieille fissure, la même pile de livres de cuisine de Dolores posée sur l'étagère, et la guitare qu'Hector jouait de temps en temps, accompagnée de vieux boléros. Une seule chose était nouvelle, la pièce au fond du couloir, vide depuis des décennies,
était à nouveau ouverte. Après plusieurs rencontres, les 4 sœurs avaient proposé ensemble de transformer cette pièce en « coin de Marilla », un lieu où conserver ce qui leur appartenait autrefois et ce qu'elles allaient créer. C'est Fernanda, qui acceptait peu à peu son vrai nom, qui prit l'initiative. Un mercredi après-midi, il rapporta une vieille malle achetée chez un antiquaire. À l'intérieur se trouvaient des carnets qu'il avait écrits lorsqu'il vivait à l'Hacienda, des poèmes inachevés et quelques fragments de journal intime qu'il n'avait osé partager avec personne. « Noah aime peindre, dit-elle. Pourrions-nous repeindre le mur ouest ? » Jimena rit doucement. « Je peux remettre la bibliothèque en place. Après tout, j'adorais jouer à la bibliothécaire à l'époque. » Avril apporta un sac en tissu contenant les photos qu'ils avaient prises ensemble depuis leur retrouvaille. Sur chacune, le sourire était encore un peu timide, mais manifestement authentique. Dolores n'intervint pas. Elle resta simplement sur le seuil, observant chacune de ses filles organiser le temps à sa manière. Hector frappa doucement à la porte en souriant. Il semble qu'ils reconstruisent leur enfance, non pas pour la revivre, mais pour la comprendre et aller de l'avant. Un soir, Marilla arriva avant ses 3 sœurs. Elle était assise seule dans sa chambre, feuilletant un vieux carnet. Quand Dolores lui apporta du thé au gingembre, elle leva les yeux. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?» Dolores laissa le plateau sur la table et s'assit en face. « Quand tu m'as vu pour la première fois, pourquoi n'as-tu pas appelé la police tout de suite ?» Dolores réfléchit. Un instant plus tard, elle répondit lentement. « Parce que je savais qu'une vraie mère ne retrouve pas ses filles au son des sirènes de police. Je devais toucher leurs souvenirs, pas leurs chaînes. » Marilla baissa la tête, son doigt toucha doucement le bord du cahier. « Et si je ne m'en souviens plus ? Et si je ne veux plus être Marilla ?» Dolores sourit, un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. « Alors j'attendrai. Je ne pose jamais de conditions à l'amour que je ressens. » Dehors, dans la cour, le vent balançait doucement les branches des arbres. La lumière du couloir se projetait dans la petite pièce, où chaque fissure du mur devenait elle aussi partie intégrante de l'histoire. Ce jour-là, Marilla écrivit une ligne sur la première page de son nouveau carnet. « C'est la première chambre que j'ai choisie. Personne ne m'y a forcé, personne ne me l'a dit, juste parce que je le voulais. Et pour la première fois, j'ai écrit mon nom avec une certitude absolue, Marilla Cárdenas. » L'épilogue n'a pas de fin grandiose, il dit simplement que chaque personne, chaque blessure, chaque rêve guérit lentement. Et dans cette petite pièce au fond du couloir, la famille a tout recommencé, et cette fois, c'était avec elle-même.